Salam alaikum, Azul, bonsoir. La révolution du 22 février n'en finit pas de susciter l'admiration, ou du moins l'étonnement, au point où de nombreux observateurs ne parviennent pas à comprendre comment un tel mouvement citoyen, aussi massif, aussi déterminé, aussi long dans le temps, et qui est pourtant sous le feu nourri d'une contre-révolution aussi pernicieuse et qui ne se refuse aucun moyen, ait pu rester aussi soudé, aussi déterminé, aussi uni. C'est réellement un prodige. D'aucuns, parmi les nervis les plus zélés du régime et qui ne reculent devant aucune méthode de subversion, ont tenté de se servir de cette remarquable cohésion des révolutionnaires algériens pour nous susurrer qu'un tel phénomène ne peut être possible sans une organisation souterraine, sans une tête occulte, sans des mots d'ordre. Et bien sûr, ils font feu de tout bois pour nous vendre l'idée fallacieuse que c'est ce fameux état profond, Dawla al-Amiqa, al-Isaba, qui est derrière, qui va jusqu'à suggérer les slogans du Hirak. Dans le même temps, ces milieux dissimulés, sous des dehors nationalistes, déploient une énergie forcenée avec tous les moyens de l'État, médiatiques, partisans et autres relais à la solde du régime, pour nous vendre un produit irréversiblement périmé, pour nous dire que c'est le commandement de l'armée qui accompagne le Hirak, que c'est lui qui a réduit la clique et qui en a jeté les têtes pensantes en prison, et qui est la cible de puissances étrangères dont il gênerait les intérêts et les agendas. Zama. Et toujours dans le même temps, il tente de faire accroire aux opinions publiques occidentales, surtout, que ce n'est pas tout le peuple qui s'oppose à ces élections scélérates, à ces élections jouées d'avance, et que la meilleure preuve en est que des millions de citoyens expriment leur volonté d'aller à ces élections, et que ces manifestants se chiffrent eux aussi en millions. Les images véhiculées par les journalistes citoyens avec leur simple téléphone et jamais par les médias serviles sont pourtant d'une évidence qui ne laisse la place à aucun doute, où nous voyons les révolutionnaires, ceux qui contestent la junte, se déployer vraiment par millions, 2 fois par semaine, malgré tout ce que fait ce régime pour les en empêcher. Malgré les arrestations, malgré les brimades, malgré les blocus des grandes villes. Et de l'autre côté, nous avons tous vu aussi que ces prétendus millions de manifestants qui soutiennent le régime et ses élections ne se comptent en effet que par quelques dizaines, au mieux. Celle d'hier, samedi 30 novembre, qui a été organisée par l'UGTA, n'a pas dépassé le chiffre de 300 ou de 400 manifestants, alors qu'elle avait été organisée par ce syndicat qui dispose de moyens faramineux et qui est l'un des plus forts relais du régime. Ils n'ont pu réunir que quelques dizaines, au mieux quelques centaines de manifestants ratissés d'un peu partout, avec tous les moyens qui ont été dévolus. Autobus pour ratisser large, protection
policière massive, mégaphones et plus de banderoles que de manifestants. Regardez cette différence entre les manifestations de la Révolution et celles de la contre-révolution. Regardez. متواجدة بساحة البريد المركزي أين يتجمع العشرات من الجزائريين وعمال الاتحادية العام. نعم، حتى نعيد فقط مئات وليست عشرات نجية على ما أعتقد. نعم، إذن شكرا لك نجية. Vous avez vu la différence. Pourtant, le régime s'obstine à nous dire que nos yeux nous mentent, que ces images ne sont pas vraies. Ou alors il inverse. Il lui est arrivé, par exemple, en ce moment même, de prendre des images du Hirak, de la Révolution, et d'en faire des affiches pour sa propagande électorale, où il nous dit tout ce monde-là demande la tenue des élections, alors que tout ce monde-là demande l'annulation de ces élections scélérates. Mais le mouvement ne se limite pas au pays seulement. La diaspora, la communauté algérienne à l'étranger, n'est pas en reste, un peu partout dans le monde. Et elle manifeste tout aussi régulièrement contre la junte et les élections. Regardez cette manifestation de la diaspora parisienne aujourd'hui à Paris. Kassamen, au milieu, au cœur de Paris. Et regardez cette manifestation qui a eu lieu aujourd'hui à Bruxelles, devant le Parlement européen. Regardez. Nous sommes aujourd'hui à J-11, plus que 11 jours avant le grand rendez-vous des Algériens, non pas pour aller voter, mais pour manifester le plus grand boycott jamais entrepris en Algérie depuis 1962, où les élections ont toujours été truquées, sinon interrompues, quand leurs résultats ne sont pas du goût du régime. Et au rythme où la contestation monte, en cadence, de plus en plus fort, les observateurs du monde entier ne peuvent s'empêcher de se poser des questions sur cette obstination des chefs de l'armée. Comment peuvent-ils aller ainsi à contre-courant d'une telle volonté populaire? Comment vont-ils pouvoir imposer cette farce électorale à tout un
peuple qui n'en veut pas et qui veut de véritables élections, qui ne soient pas organisées par les mêmes qui les ont toujours truquées. Comment? النحو العصابة هذه مازال الرجال نوض ولاد بلادي راح الحال النحو العصابة هذه مازال الرجال نوضوا في كل مكان النباح الثالث المساء في الحراك شيوخ وشبان البنات ونسوان والله ما نديرو شي امان في العمالة خاين الوطن 1000 مليار يا عجبا اكلتهم هاد العصابة ادوهم لسيادهم البشرة والشاطوات الشعب خلوه في غابة يتاكل لا الفتاة نوض ولاد ولادي راح الحال النحو العصابة هذه مازال الرجال نوض ولاد ولادي راح الحال النحو العصابة هذه مازال الرجال المسيرة السلمية إن شاء الله نجيبوا الحرية بلادي العزيزة عليا تولي في أمان نديروا دولة مدنية والعدالة آية الخوان فرج ربي العالمين على جميع المناضلين مرق عامين مجاهدين طابوا في الميدان بالعربي وبمالا وخرين ما ننسى جميع الشبان نوض ولاد بلادي راح الحال النحو العصابة هادي مازال الرجال نوض ولاد بلادي راح الحال النحو العصابة هادي مازال الرجال تفرقوا بيناتنا يا الذبابة رانا فقنا حنايا نعرفوا اصلنا باين من زمان قبلي والعربي وحدنا العلام ودين الاسلام الشعب راهو يستنى المادة 7 والثمنة الجيش لازم يساندنا ياك هو الضمان هكذا ينبنوا بلادنا باسمك يا رحمن نوض ولاد بلادي راح الحال النحو العصابة هذه مازال الرجال نوض ولاد بلادي راح الحال النحو العصابة هذه مازال الرجال نوض ولاد بلادي راح الحال النحو العصابة هذه مازال الرجال. Désolé de ne pas avoir noté le nom de l'auteur de cette magnifique chanson qu'il m'a lui-même envoyée. Je suis désolé de ne pas avoir pensé à noter son nom. En tout cas, merci à lui. L'émission d'aujourd'hui. Algérie, révolution contre-révolution. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, ex-cadre du MDA. Brahim Younsi, de 1982 à 1988. Exact. Très bien, ça j'ai appris par cœur. Parfait. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous étiez à la marche de Paris aujourd'hui. Je viens de la République. Et de la marche République-Nation, je suis arrivé à Nation et je vous ai rejoint. Mais en tout cas, il y avait du nombre. On va en parler. Du monde. On va en parler. On va en parler. Et nous aurons aussi avec nous Awsat Nordin, universitaire militant politique, qui va nous rejoindre dans un petit instant. Nous aurons au téléphone avec nous Zineb Tamen, avocate militante des droits de l'homme, et Abdelwahab Zaatri, depuis Constantine, universitaire militant des droits de l'homme. Je rappelle que Zineb Tamen sera avec nous depuis Marseille. Alors,
Brahim, c'est d'abord au sujet de la manifestation d'aujourd'hui à Paris. Je dis, elle était massive, aussi massive que la dernière marche. Aussi massive. Vous l'estimez à combien? Oh, je ne peux pas mais on a vu les images. Mais c'est immense. De Bastille à Place de la République, non, ou inversement? C'est de République à Nation. Ah, de République à Nation. De République à Nation. Oui. Et c'est immense. On a mis plusieurs heures pour à peine atteindre Nation. Plusieurs heures. Donc il y avait du monde. Et cela signifie une chose, aussi bien, bien entendu, dans le pays qu'à l'extérieur, qu'à l'étranger. Oui. Et cela est un fait majeur dans cette révolution. C'est la démographie. C'est la démographie. De 1999, par exemple, à 2019, c'est plus de 13 millions d'Algériens qui sont nés et qui font la révolution. Qui sont arrivés. Et qui sont arrivés, mais qui font la révolution. C'est cette jeunesse-là qui fait la révolution. C'est dire que le nombre est extrêmement important et influe à la fois sur le moral du régime. Et on l'a vu, vous avez montré des images où les marches étaient squelettiques. Celle de l'autre côté. De l'autre côté. Bah, pas besoin de dire que chez nous, c'est mais vous parlez de jeunesse. C'est vrai que cette jeunesse, on n'en a pas connu de pareil depuis 1962. C'est la meilleure génération. Et c'est quasiment une génération spontanée qui est sortie d'elle-même. Mais, dans ces manifestations, il n'y a pas que la jeunesse, il y a de tout. Tous les âges, tous les deux sexes. Que la jeunesse forme quand même l'avant-garde, le noyau. C'est celle qu'on voit, c'est celle qui est dans les universités. Oui. Et c'est cette jeunesse née un peu avant 1999 ou en 1999. En 20 ans, la population a accru de plus de 13 millions d'âmes. Et ici, en France, par exemple? C'est la même explication? Je pense que c'est exactement la même explication. Il y a une jeunesse très active, etc. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le pouvoir, le régime, a perdu beaucoup de batailles, mais il perd la guerre du nombre. Ah, et on l'a vu aujourd'hui. Il a perdu la guerre du nombre. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de nouveau que nous n'avons pas connu, parce que jusque-là, elle était étouffée par le régime, cette prise de conscience, et cette haute conscience politique qu'on n'avait pas encore connue vraiment au sein de la société algérienne? C'est extraordinaire ce qui se passe de ce point de vue-là. Il y a effectivement une conscience politique très, très, très aiguë, très forte conscience politique, d'une jeunesse qu'on voulait dépolitiser. D'accord. On voulait dépolitiser cette jeunesse. Mais c'était le cas. Elle a été trop longtemps, d'ailleurs. Et puis, cette jeunesse en particulier, et puis les moins jeunes, un peu les moins jeunes, qui s'étaient nourris à un moment d'illusions. Oui. L'illusion que les choses allaient s'arranger, que le régime allait créer, construire, s'amender, etc., etc., n'a plus d'illusion. Elle est dans le réel, elle est dans la réalité. Mais est-ce que l'anesthésie ne procède pas aussi de cette surconsommation que le régime a un peu, j'allais dire, lancée dans la société algérienne grâce à la manne pétrolière? Il a dilapidé 1 milliard, 1000 milliards de dollars. Et même davantage. Et même davantage. Dont une partie a été volée, tout simplement, par ces mêmes barons du régime, qui est là en Europe en ce moment et un peu partout dans les paradis fiscaux, mais dont une partie importante a servi à anesthésier les foules, comme ils disent, eux. Mais la jeunesse lui répond, les Algériens lui répondent au régime, pour lui dire nous ne sommes pas qu'un estomac. Vous connaissez le slogan "Hna sahina ou ntoum ahsaltou fina"? Sahina, ça veut dire la drogue rahat, l'effet de la drogue est parti. C'est fini, ce n'est plus l'estomac qui conduit les hommes. Et comme disait Jésus, on ne vit pas que de pain. Absolument. On ne vit pas que de pain. Les Algériens ne vivent plus que de pain. Ils vivent aussi d'idéaux. Et ils ont des idéaux et ils les expriment. Et de manière magistrale. De manière magistrale. Et ils les expriment dans une unité qui crée la diversité. Exactement. Et le plus remarquable, et c'est de l'avis d'un peu tous les observateurs
qui sont en train d'essayer de comprendre, c'est que pour la première fois en Algérie, nous voyons des marches où l'idéologie passe au second plan, où les clivages, des différents ancrages ne s'expriment pas. Nous ne voyons pas des islamistes s'exprimer en tant qu'islamistes, nous ne voyons pas des progressistes s'exprimer en tant que progressistes. Il n'y a que l'aspiration très fortement exprimée à la dignité, à la liberté, aux droits de l'homme, à la démocratie et surtout, parce qu'il y a un grand philosophe espagnol oui. Qui disait que tout nouveau principe d'unité crée la diversité. Et nous sommes dans, parce que vous parlez d'idéologie, nous sommes dans un nouveau principe d'unité qui n'est plus fondé sur les idéologies ou l'idéologie. Et même sur les identités. Que le régime a réussi à exacerber à un certain moment pour monter les gens les uns contre les autres. C'est pour ça que je cite ce philosophe qui parle de ce nouveau principe d'unité. Nous sommes dans un nouveau principe d'unité. Est-ce que nous pouvons dire que nous allons assister maintenant à la vraie naissance d'une vraie nation algérienne, maintenant? Oui, c'est indéniable. Nous l'avions vécu quand même un moment un peu avant l'indépendance, cette nation que l'on voyait former parce qu'elle avait le même but, le même objectif, etc. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose, sauf que la conscience est différente. La conscience est plus forte. Oui. Parce que l'Algérie est formée. L'Algérie est construite. Elle est constituée. L'algérianité nous habite. Et nous ne pouvons nous définir que comme Algériens. Des Algériens qui appartiennent à telle ou telle tribu. Pardonnez-moi de... Voilà. Bon, moi, je n'ai pas l'esprit tribal, oui. Mais je reconnais que les gens puissent avoir cet esprit tribal, d'appartenir à une tribu. Mais dans notre histoire, nous avons eu des fédérations de tribus, des confédérations de tribus. Absolument, quand on parle aujourd'hui de fédéralisme ou de confédéralisme, cela ne me dérange nullement, parce que cela a existé dans notre histoire et nous pouvons en parler. Et de toute façon, nos ancêtres qui s'étaient formés en tribus et en fédération de tribus, voire en confédération de tribus, s'alliaient précisément en confédération pour s'opposer à tout étranger, à tout envahisseur qui essayait de prendre leur territoire, de prendre leurs biens. Et les Algériens aujourd'hui sont en train d'être formés en une espèce de confédération pour s'opposer à... Est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir un ennemi commun aujourd'hui? Ben oui, il faut indéniablement. Ils ont réussi à identifier un même ennemi pour eux tous. D'abord, bien sûr, il est incarné, il faut le dire. Et comment? Et l'ennemi des Algériens, ce n'est pas simplement des individus, mais un système. Exact. Alors, Zineb Tamen, avocate militante des droits de l'homme, merci d'être avec nous, Zineb Tamen. Bonsoir à vos invités pour le moment et évidemment aux auditeurs et peut-être à ceux qui ont la chance encore de vous regarder. Je voulais préalablement à toute intervention, car je n'en ai pas souvent l'occasion, exprimer un révisionnaire. Pardon, Zineb Tamen, je vais devoir vous interrompre pour essayer de régler un problème de son. Nous ne vous entendons pas très bien. Je vous laisse entre les mains de la régie. Abdelouhab Zaatari, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Jamal. Merci. Abdelouhab Zaatari, vous êtes universitaire, vous avez pris votre retraite et vous êtes un militant infatigable des droits de l'homme. Vous êtes très connu à Constantine, où vous vous activez très régulièrement. Alors, la question que je voudrais vous poser pour commencer, c'est cette magnifique, formidable mobilisation de la diaspora dont on a vu un exemple aujourd'hui en 2 endroits de l'Europe, à Paris, au cœur de Paris, où Qasem a été entonné par des dizaines de milliers d'Algériens, et à Bruxelles, qui a été une marche absolument faramineuse pour le moins. Oui, c'est l'expression d'une solidarité sans faille et d'une solidarité qui est au-delà de nos frontières. Nous sommes très contents ici de savoir que nous sommes soutenus, que cette crise nous a unis. Nous sentons que nous sommes unis, quel que soit le lieu où se trouve un Algérien, et ses frères sont partout avec lui.
c'est une manifestation de solidarité que nous avons rarement ressentie de cette manière. Tant le système politique nous a désunis, nous a déstabilisés, nous a désorientés. Donc c'est une très bonne chose que nous soyons tous solidaires les uns vis-à-vis des autres, où que nous soyons. Et c'est la seule réponse que l'on puisse avoir, parce que si nous considérons la situation d'aujourd'hui, après 9 mois, ou à peu près nous sommes à 9 mois depuis que ces manifestations ont commencé, l'état-major renie encore l'existence même du Hirak. Pour lui, ce ne sont que quelques égarés. C'est tout, hein. Il ne voit pas les centaines de milliers de personnes ou les millions chaque semaine qui crient que nous voulons changer ce système. Nous en avons marre d'un système qui nous gère depuis 60 ans et nous sommes gérés par un petit groupe de prédateurs qui nous ont menés à la ruine, dans une crise, qui nous ont menés dans plusieurs crises en plus, dans une guerre civile dans les années 60 et dans les années 90. Et aujourd'hui, nous vivons la misère, pas d'hôpitaux respectables, pas d'écoles respectables, pas de respect de nos droits en tant que citoyens. Il nous renie comment dirais-je, la légitimité même de vouloir un changement, de choisir notre propre système politique. Donc c'est un groupe qui depuis 60 ans, qui nous dirige. Parfois, et donc il vous met une interface, donc un civil à sa solde, et ils nous font croire, ou ils font croire aux autres pays, que nous sommes un pays démocratique, alors que ce n'est qu'une façade. Le vrai pouvoir, c'est un pouvoir militaire, illégitime, et qui refuse en plus, après les dégâts qu'il a occasionnés au pays, après nous avoir mis en échec total sur tous les fronts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut encore se perpétuer. Et en fait, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire maintenant? Vous en avez marre de Bouteflika. Voilà, on a enlevé Bouteflika, on a mis Saïd en prison et on le remplace par nous, par le groupe de Gaïd Saleh, et on recommence. Donc, nous sommes au bord de la guerre civile, puisqu'ils nous ont complètement, c'est une dictature sans faille qui a pris en main tous les médias, les journaux, les télévisions, le sabotage des médias même privés à l'étranger. Vous voyez chaque semaine, pendant les protestations, des menaces, l'emprisonnement de citoyens opposants qui ne sont pas conformes. Vous avez l'utilisation des moyens de l'État à outrance pour faire primer leur point de vue, pour nous imposer ce vote dont personne ne veut. Nous sommes pour le vote, mais un vote qui soit honnête, qui soit régulier, et qui ne soit pas contrôlé par les mêmes hommes du système. Les gens qui disent ça veut dire que nous n'en voulons plus de ces hommes. Mais Abdelouab Zaatari, ce discours primaire du régime, qui est dans le déni de la réalité, ou comme dit mon ami Ibrahim Younsi, qui est dans la crise de réalité, et qui est en train de dénier l'évidence même que tout le monde voit, d'un côté. D'un autre côté, ce discours absolument fantasmagorique, j'allais dire, qui consiste à nous dire non, maintenant c'est l'armée qui est en train de nettoyer, de jeter la Issaba, l'état profond en prison, etc. Alors que nous savons que la Boutefliki, le Saïd, notamment puisque Bouteflika était out, il était complètement déconnecté, c'était par l'armée, c'était par Gaïd Saleh lui-même. C'était le premier, le principal protecteur de Saïd Bouteflika et son compère. Ils faisaient un binôme, ils étaient ensemble. Et Gaïd Saleh a voulu coûte que coûte faire passer ce 5e mandat. Il a même menacé, il a même traité les gens qui, au début du Hirak, qui ne voulaient pas de ce 5e mandat, de gens agités par la main étrangère. Et il a tout fait pour le faire passer. Quand ce n'est pas passé, il a voulu prolonger le 4e mandat du même Bouteflika. Et quand ça n'est pas passé, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait, jusqu'au moment où il a décidé, donc, pour se blanchir un peu, il allait jeter son propre compère en prison, Saïd Bouteflika et les autres, surtout les plus détestés par la population, Sellal ou Yahya, Ammar Ghoul, Ould Abbas, etc., pour nous faire croire que ce n'est pas lui qui était à la manœuvre, alors que tout le monde sait le contraire. Comment peut-il tenir un discours aussi primaire et insulter autant l'intelligence des Algériens?
Oui, mais c'est ça ce que je disais. Pour eux, la société civile n'existe pas. Ce qui existe pour eux, c'est la force brutale. Et ils ne savent que ça parce qu'ils ont eu le pouvoir et l'autorité de fait à l'aide de l'armée, par la raison de la force, pas par la logique ou la dissuasion. Donc c'est la force brutale. Dans les années 57 déjà, en 62, ils ont pris le pouvoir par la force. Ils étaient cachés aux frontières, alors que la vraie guérilla, les vrais moujahidines mouraient chaque jour ici et souffraient. Ces gens-là qui ont pris le pouvoir en 62, ils se baladaient de Tunis en Égypte et à Casablanca, et ils se préparaient. Ils savaient que la Tunisie et le Maroc ont été libérés, donc l'Algérie allait suivre. Et donc, au lieu d'entrer dans le pays pour se battre aux côtés de leurs frères d'armes, non, ils ont préféré manigancer, créer des clans et préparer l'usurpation du pouvoir une fois rentrés. Ils ont fait ça par la force. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Donc, jusqu'à ce jour, ils les ont de la même manière. Nous avons les armes en main. Nous sommes organisés en forteresse. Personne ne va nous vaincre. La société civile, elle n'existe pas. Il suffit de leur faire peur, ou bien pour quelques-uns de leur donner quelques sucreries, et on va continuer. Et en fait, ils ont réellement fonctionné comme ça depuis 1962, depuis l'indépendance. Et restez avec nous, Abdelzat, excusez-moi de vous interrompre. Zine Mtamen, j'espère que le problème a été réglé. Est-ce que vous êtes avec nous, Zine Mtamen? Oui, j'espère qu'on n'aura pas de coupure. Allô? Ah oui, on vous écoute. D'accord. Alors écoutez, j'entends. Vous avez une question particulière ou bien je... C'est-à-dire que j'aimerais vous entendre commenter cette formidable mobilisation des Algériens de l'étranger, dont aujourd'hui la marche de Paris, qui a été encore plus formidable que d'habitude, et la marche de Bruxelles, qui a été vraiment incroyable. Je vous salue d'abord, Jamel, ainsi que vos invités, et je dois admettre, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, que vous constituez véritablement un relais très précieux et irremplaçable pour ce combat et cette révolution, et on s'en souviendra, et c'est une évidence. Autre chose, avant de répondre, je voudrais exprimer à mes coréligionnaires toute ma fierté, mon affection et ma solidarité indéfectible pour leur courage. Aussi bien les Algériens et tout particulièrement l'avant-garde de ce combat, les jeunes, qui me bouleversent, mais beaucoup de personnes dans la diaspora qui sont vraiment... qui tiennent le cap, et bon, c'est la moindre des choses. Alors, vous savez, Jamel, moi je suis je suis bouleversée, et en même temps, vous savez, c'est le règne de l'irrationnel. Moi, j'intitule ces gens-là, ou je les surnomme, les falsificateurs. Mais ils ne sont pas que des falsificateurs. C'est le déni des falsificateurs, des bonimenteurs et des imposteurs. Et vous savez, ils ne peuvent pas duper un peuple. Ils ne se mentent qu'à eux-mêmes. Comme tous les dictateurs d'ailleurs, hein, et ils finiront par tomber parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Le jour où ils ne sont pas uniquement dans le déni parce qu'ils sont idiots. Pendant longtemps, on pensait que c'était des imbéciles, etc., parce que ce n'étaient pas des politiciens. Mais en vérité, ce sont des manœuvres. Ils se mentent à eux-mêmes. Et moi, de ce point de vue-là, je suis optimiste. Je ne peux pas dire quand est-ce que les choses vont se déclencher, mais aucune dictature ne peut résister à son propre mensonge. Et que pensez-vous, comment expliquez-vous, Zine Mtamen, comment expliquez-vous... Je vous entends faiblement. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Comment expliquez-vous ce formidable enthousiasme
qui s'est fait jour au sein de la communauté des Algériens à l'étranger, cette mobilisation incroyable malgré le manque d'organisation, cette floraison de mouvements de jeunes qui organisent, Comment expliquez-vous que tout ça soit venu aussi vite et aussi fort? Écoutez, jamais les Algériens de la diaspora sont partie prenante du combat de leurs frères et leurs sœurs algériennes. Moi, je suis pas du tout étonnée. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a encore d'autres personnes dubitatives ou hésitantes. Non, moi, je me pose pas de questions. Au contraire, je trouve que c'est le prolongement du combat. Et souvenez-vous, la guerre d'indépendance, ça a toujours été ainsi. Et moi, je ne catégorise pas particulièrement un enthousiasme particulier de la diaspora. Je pense que c'est un devoir, tout simplement. Restez Voilà. avec nous. Alors, Oui, allez, poursuivez, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais vous dire que si je considère que ces falsificateurs et ces bonimenteurs font preuve de mensonge et de déni, je dirais qu'ils nous ont permis quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous en aviez tout à l'heure un petit peu parlé. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Ce régime a permis la réunification des Algériens. Souvenez-vous comment on était avant le mois de février. Et cette réunification, elle est salvatrice dans la mesure où j'en suis persuadée, elle aboutira à une nation. Parce qu'on n'est pas encore une nation. Merci, restez avec nous. Restez avec nous, Zinb Tamen. Nordine Aoussed vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Merci, vous êtes, pour l'invitation. Merci, universitaire. Et vous êtes militant des droits de l'homme, comme toujours. Alors, vous étiez à la marche de Paris, nous dit-on. Non, pas aujourd'hui. Ah, d'accord. Pas aujourd'hui. J'y étais le dimanche dernier, celui d'avant, mais pas aujourd'hui. Parce que j'avais une obligation par ailleurs. Vous avez vu les images? Pas encore. Ah, pas alors j'espère qu'elles vont défiler à côté de vous. Mais en tout cas, c'est incroyable de monde, d'engagement, d'enthousiasme. Et le plus beau, moi, qui m'a vraiment ému, c'est que Qassamen a été chanté, entonné par des milliers de voix au cœur de Paris, avec le drapeau algérien flottant. Librement, et une société française qui était très bienveillante. Tout à fait, moi, c'est ce qui m'a le plus plu. On n'a pas vu de racistes dire « Oh, comment le drapeau algérien, Qassamen », c'était dans la bonne ambiance, c'était convivial. Si je puis me permettre, parce que j'y étais, il y a des Français qui applaudissaient. Depuis leur balcon? Non, même à l'intérieur, sur les trottoirs. Sur les trottoirs. Comme quoi? Applaudissaient. C'est dire. Je ne suis pas étonné. Ouais. Je ne suis pas étonné, ils sont émerveillés, ils sont bluffés, si je puis dire. Ils sont, je ne sais pas, ils sont dans l'admiration. Ils sont dans l'admiration. Il y a un changement radical de l'image, de la vision, de la manière de voir ce peuple algérien, qui était considéré jusqu'à il y a encore une petite année comme un peuple, je dirais, étonnant, par son incivisme, par sa passivité, par sa léthargie, par son atonie, par son manque de réaction. Et tout d'un coup, qui s'explique bien entendu. Donc ce peuple-là est sorti comme jamais auparavant, en nombre, intergénérationnel, interville, interrégion, intersensibilité et tout. Ils sont sortis tous pour une seule et même revendication, changer leur système politique. Et surtout dans la passivité totale, alors qu'en parallèle, depuis quelques semaines avant, en France, il y avait un mouvement qui a démarré dans la violence inouïe que jamais, moi de mémoire, ça fait 32 ans que je suis en France, on n'a jamais vu une violence comme celle qu'on a connue, et en face, au point où Patrick Poivre d'Arvor, qui est très connu, c'est une figure emblématique du journalisme politique français, à combien de fois il est intervenu, et d'autres journalistes encore,
pour dire on est admiratif devant ce peuple algérien. Propose le prix Nobel. Oui, Patrick Poivre d'Arvor est proposé. Prix Nobel pour le peuple algérien. Prix Nobel de la paix. De la paix pour son civisme, pour sa passivité, pour sa manière très civilisationnelle de manifester. Si je peux me permettre, c'est Obsat. Oui. Vous faites un lapsus. Ce n'est pas la passivité, mais le pacifisme. Oui. Moi, je préfère, merci de l'avoir. Je maintiens la passivité dans le sens positif. Dans le sens, non, c'est pas dans le sens de renoncement ou dans le sens de, je dirais, ne pas être concerné, l'indifférence, non. Passivité. D'ailleurs, on dit résistance passive. Voilà, je dirais alors dans la résistance passive. Parce que pour moi, le passivisme, c'est quand même une philosophie qui n'est pas la nôtre. Nous, on a pris le côté pratique du pacifisme, mais sans l'idéologie en sens propre. Noble, alors, on va couper la poire en deux. On va dire, on va mettre un C à la place des deux S. Voilà. Comme ça, on aura tout réglé. Cela méritait l'explication. Tout à fait. Alors, d'un coup, vous dites, et d'un coup a des explications. Alors expliquez-nous. Tout à fait, parce que c'est Djamaldin, l'histoire, le rythme de l'histoire, la vitesse de l'histoire, elle n'est pas toujours uniforme. Elle peut avoir une cadence, elle peut avoir un rythme, parfois bloqué, parfois reculé, parfois freiné, parfois carrément s'arrêter. Et après, il y a des bonds. Donc on dit qu'il y a une accélération de l'histoire. On dit qu'il y a une accélération. C'est ce qui s'est passé en fait dans le laps de temps entre le moment où ce pouvoir qu'on peut qualifier de tout ce qu'il y a de négatif dans le vocabulaire et a décidé de reconduire cet homme qui était carrément grabataire, je dirais impotent. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Donc, et là, il y a eu une accélération de l'histoire. Toutes les leçons que la jeunesse, je t'écoutais tout à l'heure, je t'entendais dire spontané, mais ce n'est pas tout à fait spontané que ça. Cette jeunesse-là a appris dans 2 générations, leur père et leur grand-père. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes-là, les étudiants d'aujourd'hui, c'est la 3e génération de l'indépendance. Donc, leurs parents leur ont raconté ce qui s'est passé dans les années 90 et les années... et leurs grands-parents leur ont raconté ce qui s'est passé avant. Donc, ils ont reçu cette double culture, cette double source de l'histoire, plus l'ouverture qu'ils ont connue à travers le monde, le moyen, leurs études. Ils sont tous bilingues, voire trilingues. Et ils ont tous les moyens d'information, les réseaux sociaux, etc. Donc, ils comparent ce qu'ils entendent de leur père, de ce qu'ils voient à travers les moyens d'information qui les ouvrent sur le monde entier. Et ils voient le pouvoir. Pour la plupart, soit ils ont connu Bouteflika à l'âge de 5 ans, ils n'étaient pas encore à l'école, ou bien ils ont connu que lui. Ceux qui ont 20 ans, 21 ans aujourd'hui, ils n'ont connu que Bouteflika. Donc ces gens-là, ils se disent, mais dans quel monde on vit? On ne va pas accepter ça. Alors, j'aimerais que nous puissions parler un peu de cette méthode du régime éculée par ailleurs, dont il s'est servi tellement longtemps, de la main étrangère. Alors, comme cette histoire de résolution, il nous sort la main étrangère. Alors, nous allons d'abord montrer quelques images de ces mêmes gens qui, eux, sont allés solliciter l'aide de l'étranger, des puissances étrangères, contre leur peuple, contre la volonté des peuples. Au moment où le peuple a dit non pour le 5e mandat, ils ont envoyé Brahimi faire le tour des capitales étrangères pour leur vendre le projet du 5e mandat. Et ils ont envoyé la Mamara, qui a fait un forcing incroyable, qui a essayé de convaincre coûte que coûte. Nous allons voir aussi M. Gaït Salah aux Émirats, nous allons voir. نحن نعترض على أي قوة أجنبية تدخل في شؤون داخلية جزائرية. طبعا هذا وإن نستطيع ونحن سوف نستمر بوقوف إلى جانب الجزائر. فخامة الرئيس، إذا كنت قد طلبت منكم المقابلة في الغاية التي أسعى من ورائها هي أني أريد أن أطمئنكم لأن الوضع في الجزائر وضع متحكم فيه. الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
Et au début, nous avons vu l'ambassadeur chinois au milieu d'une manifestation et qui dénonce l'ingérence. C'est insensé. Oui. C'est insensé. Et effectivement, il dénonce l'ingérence alors qu'il s'ingère dans les affaires intérieures de notre pays. De plus, il nous donne des leçons alors que son gouvernement massacre des Ouïghours. Les musulmans chinois. Des musulmans chinois. Un vrai génocide. Et c'est d'autant plus inacceptable de la part de la Chine, de la part de Pékin. Et Pékin qui est en train de réprimer une population qui revendique des droits et des libertés démocratiques. C'est la raison pour laquelle. Et liberté de culte. Oui. Au point où des musulmanes sont forcés d'épouser des non-musulmans pour effacer l'islam. Non seulement les épouser, mais plus grave encore. Et je trouve que la communauté internationale ne réagit pas. On est en train de stériliser les femmes. De stériliser les femmes ouïghours. Ce qui est irréductible. Absolument. Inacceptable. Qu'un ambassadeur vienne à Alger et nous dire ce qu'il dit et insulter le peuple algérien comme il l'a insulté. Je m'énerve. Le ministre de l'Intérieur espagnol aussi. Qui est venu dire nous soutenons le processus électoral. Alors nous soutenons l'indépendance, je soutiens l'indépendance de la Catalogne. Voilà, très bien répondu. Oui, j'aimerais aussi apporter mes remarques et mon constat par rapport à ça. Le premier, toujours par rapport à ce ministre, cet ambassadeur chinois. À sa gauche, il y avait le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Qui l'accompagnait au milieu d'une manifestation algérienne. Voilà, exactement. Ouais. On le voyait sur les vidéos qui circulaient dans les réseaux sociaux, il était à sa gauche quand il a fait cette déclaration. Parce qu'on a vu une autre vidéo prise d'un autre angle où on voit l'ambassadeur chinois et le ministre à ses côtés en train de regarder. Et le comble, j'apporte juste l'eau à votre moulin et je vous laisse continuer. Oui. Et le comble, c'est que ce Chinois est allé manifester contre la volonté du peuple. C'est-à-dire qu'il a participé à une manifestation pour les élections, alors que les Algériens demandent d'annuler ces élections. Et il s'ingère de cette façon et il dénonce l'ingérence. Absolument. Donc, cette image, cette séquence de ce samedi est encore une autre raison. Même si on manquait de raisons, et ce n'est pas les raisons qui manquent, d'être contre ce pouvoir, d'être, je dirais, engagé, coûte que coûte, vaille que vaille, pour que ce pouvoir parte, c'est cette image de ce samedi. Que vient faire un ambassadeur qui, soi-disant, va parler en langue arabe, donc au milieu d'une manifestation, qui est une manifestation, comme le titre de l'émission l'indique, c'est une contre-révolution. C'est une manif qui est une manœuvre de la contre-révolution contre le peuple algérien. C'est et le ministre de l'Intérieur espagnol qui vient à Alger, ministre de l'Intérieur, qui vient à Alger, déclarer qu'il soutient un processus électoral qui est unanimement rejeté par le peuple algérien. Absolument. Ça participe, je dirais, de la même, pas logique, du même aveuglement, de la même cécité, du même, je dirais, surdité, et aussi de la même folie de ce pouvoir dont on a déjà parlé combien de fois déjà depuis 2018. Donc c'est un pouvoir qui a perdu totalement sa tête, en plus d'avoir perdu sa légitimité, d'avoir perdu ses moyens, d'avoir perdu sa logique. Son sang-froid. Voilà, ça y est, il est dans le déni total, il va droit au mur. Je voudrais juste après rajouter un autre mot par rapport à la rencontre de Ben Salah avec Poutine. Ouais. Tu sais... attends, il y a mieux encore. Toi, tu es plus francophone qu'arabophone, si Jamal dit. Oui, moi, je suis... les deux. Je suis... le vouvoiement dans la langue arabe. Oui. C'est pas comme dans le vouvoiement dans la langue française. Le vouvoiement dans la langue française, c'est juste c'est un civisme, c'est du respect. C'est une révérence. Oui, et dans la bouche, rajouter à l'attitude, à la gestuelle, ça fait très dégradant. C'est plus de la servilité. Voilà, c'est plus que de la servilité. C'est de la servitude.
c'est de la servitude. Et dites de cette façon-là. Et en face, cette attitude de Poutine, c'est ce qui a... Mais c'est Nordin, quand il dit à Poutine, qui est très au courant de ce qui se passe, il a des services de sécurité, il a au moins la télévision. Oui. Et quand il lui dit non, c'est pas vrai ce que vous voyez, il n'y a que Badla Anassa. Ces manifestants ne sont que quelques éléments, je traduis, hein. Oui. Badla Anassa. Ces millions que vous voyez ne sont pas des millions, ce sont quelques éléments. Ça relève de la psychiatrie, ça. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit à l'instant. Autrement, ils ont perdu la tête. Quand on perd la tête, on n'est plus dans le médical, on est dans la psychiatrie. On n'a pas besoin d'un Doliprane ou d'un paracétamol, on a besoin d'un psychiatre. Si je peux me permettre de revenir sur le ministre de l'Intérieur espagnol. Oui. Qu'aurait-il dit de ces brigades internationales qui sont venues en Espagne pour libérer l'Espagne? Hélas, ils n'ont pas réussi à battre le franquisme. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait dit? C'est-à-dire que cet homme-là défend le franquisme. Des brigades d'hommes libres qui sont venus, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas un peu qui sont venus du monde entier au nom du droit, au nom des libertés, pour combattre le fascisme, qui sont morts, qui sont tombés en Espagne pour libérer le peuple espagnol. Est-ce que c'est de l'ingérence? Oui. Voilà. Et l'image que nous venons encore de voir, c'est douloureux pour nous de voir l'image de Messalah. Oui. Parce que c'est dégradant. C'est humiliant. C'est dégradant. Oui. Dégradant, non pas seulement pour nous qui sommes vivants, mais pour tous ceux qui sont morts pour une Algérie fière. Oui, oui. De le voir comme ça, s'aplatir. Vraiment, c'est très dégradant. Ouais. Abdouab Zaatri, sur ce régime qui donc envoie ses émissaires un peu partout pour vendre le projet du 5e mandat. Je rappelle que ces gens ont été envoyés par Gaïd Salah. Hein, c'est lui qui était à la manœuvre à ce moment-là, et avec Saïd d'ailleurs. Saïd qui était avec lui encore. Et donc qui envoie l'Amamra, et qui envoie Brahimi, et qui envoie des gens à gauche à droite pour imposer le 5e mandat, qui fait appel à tout le monde entier pour contrer la volonté de son peuple et qui aujourd'hui nous traite les gens qui viennent à l'aide du peuple algérien, les parlementaires européens, qui les traitent, qui leur reprochent une ingérence grave dans les affaires algériennes. Oui, c'est ça l'absurde. Nous sommes dans le domaine de l'absurde. L'absurde commence par le fait que ce pouvoir nous dit tout simplement, et à chaque moment il nous dit, je suis là, je ne céderai pas le pouvoir. Le pouvoir m'appartient depuis 62, il n'y a pas de raison de le laisser, de le transférer à la société civile. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'il a les armes et qu'il a la force brutale, et donc il a eu des expériences, plusieurs expériences où les Algériens ont manifesté. Et à la fin, ils ont subi la répression, ils ont subi les oppressions et il a continué à survivre. Aujourd'hui, donc, pour lui, j'y suis, j'y reste. Alors, ce faisant, dans sa logique, c'est la logique de Kadhafi finalement et des Zouama arabes. Pour lui, je ne lâcherai pas le pouvoir quoi qu'il arrive, même si on va vers une guerre civile, même si je fais des concessions sur tout le territoire national, mais je ne céderai pas le pouvoir. C'est ça sa logique. Maintenant, il considère que nous, la société civile, les manifestants, c'est des ennemis. Et donc, c'est des ennemis à abattre. D'où tout ce qui est de son côté, tout ce qui est externe ou interne qui vient de son côté, c'est bon. Tout ce qui va dans le sens de la libération de la société, il est contre. Donc, s'il y a un pays X, il vient du côté, il soutient le pouvoir, c'est bien, c'est un ami. S'il soutient le Hirak ou la démocratie, ça va être considéré comme un ennemi. Donc tout est partagé, tout est blanc ou noir, avec le pouvoir ou pas avec le pouvoir. Maintenant, vous avez vu comment il a contrôlé, pour arriver à ses fins, comment il a contrôlé tous les médias. Il essaie de fermer toutes les boutiques médiatiques, quelle que soit leur chapelle. Deuxièmement, comment la pression qu'il met sur les gens qui sont à l'intérieur comme ceux qui sont à l'extérieur, pour leur faire peur, pour les terroriser ou pour les acheter, si possible. Hein. Donc, justement, Abdouab, excusez-moi de vous interrompre. Justement, comment expliquez-vous
qu'il ait réussi à mobiliser tous ces relais médiatiques qui pourtant voient que le régime va tomber, qui pourtant voient que le peuple va l'emporter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il le voit très bien, il ne peut pas ne pas le voir. Il a réussi quand même à les mobiliser contre leur peuple et ils viennent là nous faire la leçon au nom d'un nationalisme étriqué et ils essaient de nous faire passer des vessies pour des lanternes, la junte comme le sauveur de la République encore une fois, que tous les gens qui leur sont opposés sont la main étrangère, qu'il est le grand Mengel, etc. Comment ces gens ont-ils pu tomber dans un tel traquenard alors qu'ils savent qu'ils devront répondre de leurs actes et de leur engagement demain devant le peuple algérien? Non, non, ce n'est pas un traquenard. Ils sont 5 à 10% maximum, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Il y a une partie qui est sous le régime de la terreur, qui ont peur, parce que ici, toutes les fonctions sont des fonctions qui dépendent de l'État. Même si vous êtes en privé, on peut demain envoyer un contrôle financier et fermer votre boutique. Si vous travaillez chez l'État, vous n'êtes pas d'accord, demain vous aurez des problèmes. Donc, il y a la menace permanente. Et puis, ceux qui veulent gagner quelque chose, les opportunistes, ils accroissent encore ce nombre. Donc, les opportunistes, les gens qui sont menacés parce que c'est leur gagne-pain, voilà de quoi est constitué l'ossature du système politique, donc l'appât du gain et la terreur. Les deux choses. Maintenant, ils savent très bien, les gens, quand on leur parle pourquoi vous soutenez le pouvoir, ils vous disent c'est la force, c'est lui qui est le pourvoyeur de tout, c'est lui qui peut vous mettre demain en prison ou vous créer des problèmes. Donc moi, je ne prends pas de risque, je préfère gagner. C'est des gens, 5% de la société, c'est comme dans toutes les sociétés, c'est des gens au rabais qu'on peut acheter. Même s'il vient Redouane Sharon, ils peuvent travailler avec lui, ils n'ont pas de problème de nationalité. Et restez avec nous, Abdouwahab Zaatari. Zinb t'amène sur donc ce recours du régime aux puissances occidentales quand ça l'arrange, pour s'ingérer dans les affaires du peuple algérien qui avait rejeté le 5e mandat et dont il voulait qu'il les soutienne contre cette volonté populaire. Et là, quand des peuples européens, à travers leurs députés, ne font rien d'autre que d'exprimer ce qui figure sur les traités que ce même régime a signés avec l'Europe. Ça veut dire les droits de l'homme, entre autres. Alors là, ça devient de l'ingérence. Ainsi que vos invités, les ingérences, elles sont de côté. Il y a un souci de téléphone, désolé. Il y a un souci de téléphone, Zintamen, on ne vous entend pas. Zintamen, peut-être vous pourriez vous déplacer un peu si vous êtes avec un portable. Non, Zintamen a une mauvaise connexion. Zintamen? Alors, désolé Zintamen, la communication est très mauvaise. Nous essaierons de vous rappeler une autre fois. Merci en tout cas d'avoir essayé. Et où j'en étais. Je veux revenir un instant aux images que nous avons vues sur les Invalides. Oui. Aux Invalides. Les images, je voulais dire de Bouteflika, à qui avait rendu visite M. Sellel, et le chef d'état-major, et le chef d'état-major qui était M. Gaïssa. Vice-ministre de la Défense. Vice-ministre de la Défense. Dans cette enceinte-là, j'aimerais qu'on nous montre l'image à côté de vous en fenêtre. Allez-y. Qui est une enceinte, un institut militaire. Oui, les Invalides est un hôpital militaire chargé de rééducation des grands traumatismes de guerre. Tout à fait. C'est un institut militaire, médical militaire. Le chef de l'État précédent, le chef d'état-major et ministre de la Défense et le Premier ministre algérien n'ont pas conféré seulement sous le portrait du chef de l'État français, mais ils ont parlé, dans cette réunion que nous avons vue, de choses extrêmement graves, parce qu'ils ont parlé des questions de sécurité, et des questions de sécurité s'agissant de l'Algérie. Dans une enceinte militaire étrangère. Dans une enceinte militaire. Et ils n'ont peut-être pas lu Shakespeare, mais les murs ont des oreilles. Et ils ont posé des questions importantes de sécurité algérienne
dans une enceinte militaire française. Et vous savez, attendez, je vais vous interrompre un petit moment. Regardez les images, Brahim aussi, j'espère qu'on va nous les remontrer. Vous voyez les urnes là que vous voyez? Oui. Vous savez qu'elles oui. contiennent les cendres des grands généraux. C'est Brahim Snoussi qui nous l'avait dit la dernière fois. Elles contiennent les cendres des... Parce que les grands généraux, les grands hommes militaires français sont dans les Invalides, dans des urnes, leurs cendres, hein, ils sont incinérés. Et ils sont sous le... C'est dire hein, que l'ingérence... Quelle symbolique. Quelle symbolique. Quelle image. Déjà trop invalides. Alors, moi, maintenant, j'aimerais que nous parlions un peu de cette résolution. C'est dommage que Zim Tamen a une mauvaise connexion. Elle aurait pu nous dire des choses en tant que juriste. Alors, d'abord, une chose dont j'aimerais que nous parlions. Vous savez que lorsque le Parlement essayait de se réunir sur cette question, et même pendant les débats, des lobbies de la France-Algérie, dont des compagnies pétrolières très importantes, parmi les plus importantes du monde, que je ne citerai pas, parce qu'elle m'aurait bien suffisamment d'ennui. Alors, on fait un forcing pour empêcher, vous imaginez, hein, dans le même temps qu'il y a encore ce scandale de la loi sur les hydrocarbures qui est passé, pour plaire à ces multinationales, pour les acquérir, pour les gagner dans son camp. Ces mêmes compagnies ont fait un forcing incroyable auprès des députés européens pour empêcher cette résolution, qu'on qualifie aujourd'hui d'ingérence. Je voulais juste vous donner cette information, au cas où vous ne l'auriez déjà. Le député européen français Raphaël Glucksmann en avait parlé et avait cité les compagnies pétrolières nommément, y compris la compagnie française et surtout la compagnie française parce que ça le concernait. Oui. Nous savons, d'ailleurs, cette loi sur les hydrocarbures n'est pas une loi algérienne, c'est une loi étrangère. Qui a été confectionnée aux États-Unis, dans un bureau d'études américain. Mais votée par un parlement qui est une chambre d'enregistrement. Croupion et une chambre d'enregistrement, comme elle l'a toujours été. Absolument. Cela veut dire que ces gens qui parlent d'ingérence, quand il s'agit d'une résolution qui entre dans un cadre, j'allais dire législatif, que l'Algérie a accepté, en tout cas des traités que l'État algérien a signés, ratifiés, pour respecter les droits de l'homme, les libertés individuelles et collectives, les libertés publiques, les libertés démocratiques, et puis, pire encore, si j'ose dire, les valeurs de l'Europe. Les valeurs de l'Europe. C'est dire que l'Union européenne ou le Parlement européen avait tous les droits, qu'on le veuille ou non, de remettre à l'ordre le régime algérien pour le sermonner. Ou du moins l'inviter à respecter ses propres engagements. En tout cas, il avait le droit de le sermonner parce qu'il a accepté qu'on le sermonne. Il avait le droit de le donner. Mais il a même signé pour ça. Des traités, les traités sont supérieurs à la Constitution algérienne. Donc, sur un plan international. Tout à fait. En matière de relations internationales. L'Union européenne ou le Parlement européen avait le droit, qu'on le veuille ou non, quoi qu'on dise ici ou là, de donner des coups de bambou sur la tête de ces gens-là. Alors, Brahim Younsi, parce que le régime fait de tout bois de cette affaire pour essayer de la transformer en ingérence, lui, qui a toujours recouru à l'ingérence contre son peuple. J'aimerais qu'on précise quelque chose. Parce que la plupart des gens qui sont contre cette résolution ne l'ont même pas lue d'abord. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit au juste? Qu'est-ce qu'elle dénonce? D'abord, ce sont des recommandations, des invitations, des exhortations. Oui, mais parce qu'elle ne peut pas être contredite. Elle ne peut pas être contredite. Et ça commence par une phrase où il y a une reconnaissance de la souveraineté de l'Algérie. C'est-à-dire de non-ingérence dans la souveraineté. Aucun mot à dire par rapport à la souveraineté. C'est la première phrase. Tout à fait. Et cette résolution européenne reprend tous les articles de la Constitution algérienne. Absolument, absolument. Alors, ce que je voulais vous dire, d'abord, dans ces considérants, cette résolution, parce qu'il y a les visas, il y a les considérants et il y a les recommandations. Dans ces considérants, le premier considérant, elle note que le chef d'état-major a pris le pouvoir aussitôt après l'éviction de Abdelaziz Bouteflika. Elle le note,
de façon officielle. Elle prend acte que le vrai pouvoir, c'est un pouvoir militaire en Algérie. Alors, moi, ce que je voulais comprendre, d'abord, pourquoi les gens ne lisent pas cette résolution? D'abord. Ensuite, Brahim Younsi, quand je viens avec vous, moi, de mon propre gré, signer un traité et une convention dans ce cadre, où je dis, je m'engage à respecter les droits de l'homme, je m'engage à respecter la liberté de la presse, je m'engage à ceci, à cela. C'est moi qui le fais, de mon plein gré, on ne les a pas forcés à signer. Et que vous attendez que si jamais je ne remplis pas mes engagements, vous me rappelez à l'ordre. Évidemment. Est-ce que ça, c'est de l'ingérence? Certainement pas. Certainement pas. Il faut dire aussi que l'Algérie a signé d'abord les accords de Barcelone, et puis tout ce qui s'en est suivi par la suite, et on en a parlé la dernière fois, la politique européenne de voisinage, etc. C'est que l'Algérie aussi, l'Union européenne, finance un certain nombre de projets. Oui. Et elle a octroyé plusieurs millions, je ne dis pas milliards, plusieurs millions d'euros à certains projets que les Algériens ont réalisés ou ne pas réalisés. En tout cas, l'Union européenne a débloqué plusieurs milliards d'euros. Dans le cadre de la solidarité, de l'entraide. Mais une autre question, puis je donnerai la parole à Nordin Aoussat. Quand dans ces traités et conventions, parce que, figurez-vous, qu'il y a en ce moment des voix qui s'élèvent pour dire, pour dénoncer, j'allais dire, de façon convenable cette résolution, sans trop forcer sur le trait. Alors ils disent, oui, si ce Parlement européen voulait vraiment bien faire, venir à l'aide du peuple algérien, pourquoi n'a-t-il pas demandé le gel des avoirs des barons du régime qui est en Europe? La question que je voulais vous poser, si dans ces traités et dans ces conventions, une telle disposition n'est pas prévue, ça veut dire où les signataires, hein, la junte militaire qui a signé par le biais de ses mandants, si elle n'a pas signé qu'on peut me demander le gel de mes avoirs s'il s'avère que j'ai volé mon peuple, etc. Si cette disposition ne figure pas dans les traités et conventions, est-ce que les parlementaires européens ont le droit, ont la prérogative de pouvoir interpeller leurs États respectifs pour geler les avoirs des barons du régime? Non, ils n'ont aucun pouvoir là-dessus. Aucun. L'État français, ça ne se passe pas au niveau de l'Europe d'abord. Oui. Ça se passe au niveau des États nationaux. D'accord. L'État français peut le faire, peut geler, comme les États-Unis le font. À titre conservatoire. Oui, bien sûr, c'est toujours comme cela. Geler les avoirs de pas les saisir, les geler. Non, les geler. Oui. Bon, le gel. On a gelé un certain nombre d'avoirs. Les Américains ont gelé les avoirs iraniens, par exemple, à la fois de l'État et des personnalités iraniennes et d'autres États. On a gelé les avoirs libyens. On a gelé les États, ce sont les États. Les États qui gèlent. Et qui ne l'ont pas fait sur recommandation de leur Parlement. Non, certainement pas. Si j'ose dire, c'est une décision arbitraire. Voilà. Ou disons politique, et non judiciaire. C'est la séparation des pouvoirs, si je me le dis. C'est la séparation du pouvoir. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire, les trois pouvoirs. Et donc, si c'est le Parlement qui dicte à l'exécutif ce qu'il doit faire, alors que ça ne rentre pas dans leurs prérogatives. Je voudrais rajouter un mot par rapport à ça. Tu disais tout à l'heure pourquoi ce pouvoir-là, il a signé des traités et ils ne se sont pas engagés sur ces traités qui ont été signés. Ça, on le retrouve dans les pays où il y a une culture d'État. D'ailleurs, on ne parle pas de continuité de pouvoir ou de continuité des régimes. On dit la continuité de l'État. C'est l'État qui assure la continuité. Ce ne sont pas les régimes et ce ne sont pas les pouvoirs. Donc nous, ces gens-là, ils n'ont pas cette culture d'État pour se sentir aujourd'hui, 2019, engagés par les traités qui ont été signés il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ça est d'un. Et de deux, aussi, il y a l'autre versant, je dirais l'autre côté, l'autre face de la médaille, c'est que ce pouvoir-là a été qualifié par je dirais, des grands connaisseurs, pour ne pas dire des meilleurs connaisseurs, Hamrouche, quand il a dit que c'est un pouvoir
anti-national. Oui. Il faudrait s'arrêter un moment sur ce... Et venant de Hamrouche, ça vaut son pesant d'or. Voilà, exactement. Ça vaut son pesant d'or. Il a dit que c'est un pouvoir anti-national. Antidémocratique. Il a dit beaucoup d'anti. Mais antinational, pour moi, ça pèse encore plus lourd que tout le reste. Absolument. Antinational, c'est-à-dire qu'il agit contre les intérêts de la nation. Et on en a des exemples. La loi sur les hydrocarbures en est une. Le fait qu'il donne à un organisme étranger l'autorisation de prospecter sur tout le territoire national pour le pétrole. Ça, c'est plus que vital. C'est une information plus que stratégique. Et la donner à un organisme étranger, mais après on ne parle d'ingérence nationale. Mais l'organisme étranger a été chargé d'élaborer le projet de loi. Et le projet de loi en plus. C'est lui qui l'a élaboré, c'est un bureau d'études qui a élaboré du premier mot au dernier mot. Ça fait 2 déjà. On va rajouter un 3e aussi, toujours dans le même domaine, le fait qu'ils savaient que Total allait prendre les parts de l'entreprise Andarco. Ils avaient les moyens, d'autant plus qu'ils l'ont dit, soi-disant, qu'ils vont œuvrer pour bloquer. Ils n'ont rien fait. Ils ont laissé, et là, c'est en train de se finaliser. Laquelle entreprise vient au secours du régime pour empêcher cette résolution du Parlement européen. Absolument. Ça veut dire que ça rentre dans le cadre. Hein, c'est clair. C'est-à-dire c'est plausible, ça saute aux yeux. Ces gens-là, non seulement ont mis, je dirais, les intérêts du pays, les intérêts stratégiques, ils les ont bradés, mais ils n'ont aucun droit à la ramener d'aucune manière. Pour parler de la souveraineté. Parce qu'ils sont effrontés, ils ont perdu la tête. Si je puis me permettre, je vais en ajouter un autre. Une autre couche. Oui, une autre couche. Qui, à mes yeux, est encore plus important. Parce qu'ils sont antinationaux, parce qu'ils ont détruit les liens qui existent entre les Algériens. Ils veulent encore les détruire. Vouloir mettre le feu de la fitna dans la nation algérienne, c'est quoi de plus antinational? Parce que déjà à l'intérieur, ils n'ont fait que diviser. Voilà, je pense que Mouloud Hamrouche parlait aussi de cela. Absolument. Ils ont détruit tous les liens qui unissaient les Algériens. Ils ont essayé de les détruire. Oui, c'est vrai, mais ils renaissent. Parce qu'à un moment, hélas, certains ont joué ce jeu de la division parce qu'ils ont... Absolument. Voilà, ils continuent de jouer. Certaines minorités à gauche, à droite, et dans tous les sens. Je pense que Hamrouche faisait beaucoup plus référence à cette destruction, en tout cas la tentative de destruction des liens nationaux. La tentative de destruction des liens nationaux, des liens qui unissent les Algériens les uns aux autres, mais la preuve leur est donnée aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas les casser, les détruire d'une façon définitive. Si Jamaldine, tu permets juste en quelques minutes aussi pour voir les choses aussi dans les 2 faces. Le côté réaliste, disons, un peu par rapport à, disons, tu parlais tout à l'heure comment le pouvoir arrive à mobiliser encore ces gens-là. Il faudrait, pas pour justifier, mais pour comprendre et expliquer. Aujourd'hui, on a une typologie de 4 catégories de gens par rapport, bien sûr, ils ne sont pas dans la même proportion, mais vous avez des gens qui regardent les choses de façon superficielle. Je dirais qui pensent que c'est une crise d'alternance. Donc, ils te disent, voilà, ce pouvoir, quand même, il a réalisé des choses. Il y a 2 premiers ministres qui sont en prison. Il y a quand même Rabbet Zahir qui est en prison. Et des ministres, etc. C'est pas rien. C'est pas fictif. C'est quelque chose. Donc, ce pouvoir, peut-être, accordons-lui du crédit. Il y a des gens qui regardent comme ça. Ils sont une minorité, mais ils existent. Et on ne peut pas les incriminer totalement. C'est leur façon de voir les choses. Ils voient plus de façon superficielle. Vous avez d'autres qui vous disent que c'est une crise systémique, c'est une crise structurelle, c'est une crise profonde. Ce régime-là qui nous a menés à cette impasse, qui a mené le pays vers le précipice, il faut qu'il arrête là. Ça y est, on lui accorde plus aucun délai, il faut qu'ils partent. Et qu'ils partent tous, parce que c'est un système, ils veulent le pouvoir total. Nous, alors, on va les chasser totalement.
Donc vous avez cela. Et ça, c'est le grand Hirak, c'est quelques millions d'Algériens. Vous avez une troisième catégorie. Là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, les passifs, hein, avec 2 S. Hein, les passifs. Les indifférents, les neutres. Voilà. Ce qu'on appelle, dans un jargon, on les appelle les HTM. HTM. Voilà, c'est des gens, ils ne sont pas contre le Hirak. Ils sont concernés, mais ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas s'engager. Et ça a toujours existé, même au plus fort de la Révolution. Moi, je suis un enfant de la Révolution de 54. Toute ma famille, mes oncles, mes paternels, maternels, etc. Dans notre famille. Voilà, l'épouse de mon oncle, son frère, son gendre, son autre cousin, ils sont au Djbel. Hein, et elles disent, oh, si seulement ça va s'arrêter. Si seulement ça va s'arrêter, la guerre de libération. La peur de replonger dans la violence. Vous avez cette catégorie. Et vous avez aussi une troisième, je dirais, une quatrième partie. Ce sont un peu ceux qui raisonnent par l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Aujourd'hui, ils pensent qu'une partie de ceux qui étaient jadis, j'entends les années 90-2000, du côté de l'armée, et qui aujourd'hui sont contre l'armée. S'ils sont contre l'armée, alors qu'ils l'étaient c'est qu'il y a quelque chose, anguille sous roche. Alors je me mets sur le côté de l'armée pour... voilà, vous avez c'est le cas, entre autres, de quelques islamistes qui ont rejoint la junte. Voilà. Mais moi, j'aimerais vous reprendre sur le premier point que vous avez cité. Oui, ceux qui sont sensibles au Menjel, qui a mis Tawfiq, Mjabbar Mahanna, Tartag, Saïd Bey en prison, Saïd Bouteflika et tout, Sellal ou Yahya, Roul et tout. Ici, moi, je leur disais, Saïd, Roul, Bou Yahya, Sellal, ceux-là, il les a jetés en pâture pour faire oublier sa propre responsabilité. Parce que lui, il était leur chef. Tout à fait. Parce que Gaïd Saleh était le patron du régime avec Saïd Bouteflika. D'ailleurs, on les appelait Sadou Gadou. Oui, Saïd Gaïd, Sadou Gadou. Oui. Ils étaient le patron. Absolument. D'abord. Ensuite, parmi les généraux qu'il a jetés en prison, Tartag, Jabbar Mahanna, l'autre Tawfiq et tout, il ne les a pas mis en prison pour les crimes qu'ils ont commis contre le peuple. Tout à fait. Pas une fois, pas un chef d'inculpation, pas la miette d'une... Il les a mis en prison parce qu'il voulait lui faire un coup d'État à lui. Tout à fait. Donc, comment ces gens-là peuvent-ils être aussi naïfs, croire que celui qui a réglé ses propres comptes, a-t-il seulement, pour un seul cas, a-t-il interpellé un seul général pour détournement de fonds, pour dilapidation des deniers publics, alors que nous savons tous que le gros de la corruption, et je parle de la grande corruption, des commissions sur les achats d'armement qui se chiffrent en milliards de dollars et autres trucs, en a-t-il interpellé un seul? Non. Alors comment peut-il être naïf à ce point et croire, oui, moi je suis du côté de Hadi qui est contre l'État profond, c'est ce que j'ai dit, superficiel. Il voit les choses de façon superficielle. C'est dommage. Parce que s'il voyait les choses avec une profondeur, ce document, je pense qu'il est authentique, Si Jamal-Din, signé par Mohamed Ali Bourazi, qui était le Moustachar Raïs Jumhuriya. C'était le conseiller du président. C'est le document qui est sorti le 2 avril et dans lequel le clan Saïd, etc., mettait Gaïd Saleh à la retraite. Voilà, c'est pour ça que c'est à partir de ce document qu'il a été décidé de les mettre en prison. En plus, le titre, c'est Bayan lil Oumma. C'est-à-dire c'est un appel à la communauté nationale, dans lequel ils disent attention, le chef d'état-major a mis la nation en danger. Il s'est accaparé les pouvoirs. Nous appelons le peuple à se mettre à côté des institutions légales contre le chef de l'état-major. C'est ce qui l'a fait réagir. Ben voilà, c'est clair. Vous apportez de l'eau à mon moulin. Et alors, nous allons devoir aller très vite, en moins d'une minute, parce que nous devons donner la parole à Zatri. Parce que vous avez parlé de cette question-là. Oui. Il a mis, c'est vrai qu'il y a certains de nos compatriotes qui sont une minorité, en vérité, qui disent, voilà ce qu'il a fait, il a mis un tel... Mais aussi les nervis zélés du régime. Oui. Mais il est en train de nous préparer une vicariance politique.
à travers ceux les candidats. Tous les candidats sont à lui. Absolument. N'importe lequel des 5 qui sort, il est le bon. Pas besoin de frauder les élections. C'est des vicaires. Voilà. C'est les vicaires du régime. Ouais. Alors, Abdouhab Zaatri, le mot de la fin vous revient. Je vous laisse choisir ce que vous voulez nous dire avant de mettre fin à cette émission. Oui, donc hier, j'écoutais la présidente du Parlement européen avec l'Algérienne Haddad. En résumé, elle avait dit il faut choisir des solutions négociées et pas des solutions imposées comme le fait le commandement militaire actuellement. Si on ne veut pas d'intervention étrangère, ouvrir le dialogue avec les partenaires algériens, c'est leur pays et c'est leur droit. Premier point. Deuxième point, concernant les concessions qui ont été faites par un gouvernement plus illégitime. Ce sont les concessions économiques comme la loi des hydrocarbures, la loi 51-49, l'importation de voitures et d'autres. Il y a beaucoup de lois qui ont été signées et qui ont un impact direct sur l'économie algérienne, mais un impact négatif. C'est une dénationalisation du patrimoine algérien, en fait. Et elle a été faite par un gouvernement illégitime, alors que nous sommes à quelques mois de leur soi-disant élections. Ils n'ont même pas attendu la fin de leurs élections. Abdouhab Zaatri, juste une précision. Et par un parlement illégitime, celui qui a été élu en 2017 par une fraude massive. Et je vous laisse poursuivre. Bien entendu. Donc, c'est une dénationalisation de notre patrimoine national hydrocarbures et économique en général. Et puis, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas nous qui avons mis comme ministre Bouchouerb, Saïdani, Khaled Nzar, qui sont actuellement enfouis tous en Europe. Pour ne pas dire, et puis on va dire à l'Europe pourquoi vous intervenez dans nos affaires. Donc, ce Bouchouerb, Saïdani, ces gens-là, c'est leurs copains, ce sont eux qui les ont choisis, qui ont collaboré avec eux. Donc, c'est le deuxième point. Le dernier point, le troisième point, pour en sortir de cette crise qui va nous emmener rapidement vers la guerre civile, si, Inch'Allah, le haraga, ça commence à augmenter. Le chômage, vraiment, je vous assure, je suis là, sur les lieux, le chômage fait des ravages. Et puis, la misère, encore plus, parce que le dinar ne vaut plus rien. Il faut, en urgence, donc, ouvrir le dialogue. Il faut que le commandement militaire, il faut qu'il comprenne que renier la société algérienne, renier sa demande légitime de changement, ça ne mènera nulle part. Il faut qu'il ouvre les négociations. Ça permettra au moins d'absorber l'énervement, le mécontentement, et on pourra construire ensemble une Algérie souveraine, réellement souveraine, pas virtuellement souveraine. Merci Abdelwahab Zaatri, merci Brahim Younsi, merci Zine Btaman, malheureusement que nous n'avons pas pu joindre. Merci, je n'ai oublié personne. Nordin Oussat, j'ai oublié de vous remercier. Nordin Oussat, notre ami et collègue et confrère. Alors, j'aimerais juste vous parler de c'est le Figaro d'hier, oui. De me remettre, le Figaro d'hier. Algérie, la bombe à retardement, c'est grave. Et c'est l'image d'une manifestation algérienne, regardez. C'est un dossier, le Figaro. L'élection de tous les dangers, avant notre reportage de l'élection avant tous les dangers. C'est la droite. Notre reportage avant l'élection de tous les dangers. À Dieu ne plaise. Exactement. Nous, on dira plutôt de l'khair, Inch'Allah. Ce régime va abattre sa dernière carte. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme à chaque fois, vous voyez que nous sommes en train de remporter victoire sur victoire grâce à notre peuple, grâce à nos jeunes, grâce à nos femmes, grâce à nos sœurs, grâce à nos amis et grâce aussi aux peuples étrangers qui nous soutiennent, parfois contre leurs propres États. Je vous ai rappelé cette histoire de compagnie pétrolière multinationale, surtout française, appelons-la comme ça, qui a beaucoup d'intérêt en Algérie, qui a mis le paquet pour
éviter que cette résolution ne soit votée, cette résolution des députés et des parlementaires européens. Merci à toutes ces très bonnes volontés qui se manifestent en faveur du peuple algérien, en faveur de la future Algérie, qui j'espère sera heureuse, démocratique, juste, qui sera gouvernée par des gens que le peuple algérien aura choisi lui-même, de façon transparente, de façon sincère, de façon directe. Et si nous arrivons à ce but, Inch'Allah on y arrivera, ce sera surtout grâce à notre pacifisme, grâce à notre union. Rappelez-vous, mes chers amis, qu'il y a quelques mois seulement, nous étions en pleine débâcle, où l'arabe contre le Qbaïl, contre le Chaouia, contre les islamistes, contre les progressistes, contre les laïcs, contre les menna, les menés. Et là, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble dans des manifestations énormissimes, millionnaires, que le régime nous dénie d'ailleurs par ailleurs, puisqu'il dit que nous ne sommes que 4 chats. Et tout ça, c'est grâce à Selmiya, Khawa,